Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je pense que vous avez vu le titre, on va parler de l'affaire Pelicot. Mais avant ça, je voulais vous parler du 3919. C'est un numéro gratuit disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 qui est dédié à l'écoute et au soutien des femmes victimes de violences. Ce service, il propose même une assistance dans 12 langues différentes. Si vous êtes concerné ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation, n'hésitez pas à appeler ce numéro-là. Donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, on va parler de l'affaire Pelicot. Donc je vais vous résumer au début de manière assez courte et assez simple, je vais vous résumer un peu l'affaire et après on parlera de qu'est-ce que cette affaire-là peut changer dans nos lois à nous, aux Français. Entre 2011 et 2020, Dominique Pelicot, un homme âgé de 67 ans, a drogué sa femme, Gisèle Pelicot, avec des substances chimiques. Pendant qu'elle était inconsciente, il invitait des hommes qu'il recrutait en ligne à la violer. Au total, 51 hommes, dont son mari, sont jugés pour avoir participé à ces actes. L'affaire, elle débute vraiment en 2020 quand Dominique Pelicot il est surpris dans un supermarché en train de filmer sous les jupes, sous les robes de femmes. Ce qui semble être un acte isolé prend une tournure bien plus sombre quand la police perquisitionne chez lui. Ils y découvrent des vidéos documentant ces viols mais aussi d'autres abus sur des proches. Et j'aimerais quand même qu'on mette aussi en lumière le vigile du supermarché qui a agi très rapidement et qui a voulu dénoncer ça, et aussi aux femmes qui ont été victimes de ça au supermarché, qui elles ont porté plainte, et c'est ce qui a permis que la police perquisitionne le domicile de Dominique Pelicot. Donc vraiment, quand vous voyez des choses comme ça, il faut agir. Depuis le 2 septembre 2024, Dominique Pelicot et ses complices comparaissent devant la cour criminelle du Vaucluse. Ce procès est un moment clé pour rendre justice et pour soulever des questions importantes sur des violences souvent invisibles. Donc maintenant que je vous ai résumé l'affaire de manière assez courte, vraiment on pourrait encore plus rentrer dans les détails. Déjà, on va établir la définition de soumission chimique. Donc, je vais vous en lire une pour que ça soit bien clair. Qu'est-ce que c'est que la soumission chimique? La soumission chimique définit le fait d'administrer une substance à une personne à son insu ou sous la menace pour altérer son discernement ou sa capacité de réaction, généralement à des fins criminelles. En France, cette pratique est condamnée par l'article 223-30-1 du Code pénal, introduit par la loi du 3 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes. Bien que l'expression soumission chimique ne soit pas mentionnée dans le texte, attention, ça c'est très important, cet article punit l'administration de substances pour commettre des actes tels que des violations ou des agressions sexuelles. On a établi la définition de soumission chimique. On a vu que dans le Code pénal français, cette expression soumission chimique n'est pas inscrite, ce qui engendre certains problèmes, mais cette affaire, elle met en lumière des failles assez importantes dans notre système juridique français. Que par exemple, dans ce procès, tous les avocats des accusés ils vont s'appuyer sur le fait qu'ils n'étaient pas au courant que Dominique Pelicot était inconsciente. Ils admettent avoir eu une relation sexuelle avec Gisèle Pelicot, mais pour eux, elle était consentante. Ils n'ont pas vu qu'elle était droguée. Donc, je mets des guillemets, hein, c'est ce qu'ils disent eux, ok? Parce que notre loi française, elle ne met pas dans son texte la soumission chimique, mais elle ne met pas non plus le mot consentement. Donc, c'est-à-dire que vu que la notion de consentement, elle n'est pas mise dans la définition du viol dans notre code pénal, et ben c'est comme ça que les avocats des accusés s'appuient en disant on ne parle pas de consentement dans cette définition, donc ce n'est pas un viol. Pour eux, ils ne savaient pas qu'elle n'était pas consentante, ils ne savaient pas qu'elle n'était pas droguée. Parce que, pour rappel, voici la définition du viol dans le code pénal français. Donc la définition du viol, elle est à l'article 223-23 du code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le problème, c'est que la définition du viol, elle n'établit pas clairement certaines notions. La définition, elle parle de contrainte et de surprise, sauf que c'est très vague. C'est pas assez précis. En conséquence, des fois, la jurisprudence, elle va s'appuyer sur ces deux notions-là, de surprise et de contrainte,
pour caractériser l'élément matériel du viol en fait. Parce que on parle pas de consentement, on ne parle pas de soumission chimique, c'est uniquement ces deux notions qui peuvent rentrer dans les cases de soumission chimique ou de il n'y a pas de consentement. Et malheureusement, l'absence de précision dans cette définition, elle entraîne vraiment un parcours du combattant pour les victimes. Donc on voit vraiment que là, il y a un problème de cette définition dans notre loi, dans notre code pénal. Le droit français doit évoluer rapidement là-dessus et doit préciser la définition. On va prendre l'exemple d'une affaire qu'il y a eu en Espagne qui s'appelle La Meute, où c'était une jeune femme qui a été violée par 5 hommes lors de feria, si je me trompe pas. Cette histoire-là, ça a vraiment soulevé tout le pays, mais vraiment, il y a eu des manifestations. Comme nous, il y a pu y avoir des manifestations pour Gisèle Pelicot. Et bien là, il y a eu des manifestations en Espagne, au moment de ce procès-là, au moment de cette affaire. Et c'est après ce procès que le droit espagnol a changé la définition de viol pour y inscrire la notion de consentement explicite. Parce que le problème du droit français, c'est que la notion de consentement, elle n'est pas explicite, elle est implicite. C'est-à-dire, on parle de surprise, on parle de menace, voilà. Ça veut peut-être dire consentante ou pas consentante, voilà. Mais il faut vraiment que notre droit français y précise au mieux cette définition. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème qu'il y a dans cette affaire au niveau de nos lois françaises. Ça a montré d'autres failles dans notre système juridique. Cette affaire, elle pourrait également amener à une révision significative des lois en matière de prescription, de distribution et d'accès aux médicaments, comme par exemple le Temesta, qui était le médicament utilisé dans cette affaire, qui a permis à Dominique Pelicot de droguer sa femme. Et ce genre de médicaments, ils sont très souvent détournés à des fins criminelles. Peut-être qu'on devrait réviser nos lois, que les médecins qui prescrivent certains médicaments devraient être un peu plus surveillés, ou qu'on devrait plus surveiller les personnes qui ont tel ou tel cachet. J'ai pas la réponse absolue, mais c'est que des exemples. Ou en pharmacie, je sais pas, qu'on ait une surveillance accrue là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui vont utiliser ce genre de cachet, et c'est important d'agir pour pas qu'il y ait d'autres affaires comme celle-ci, parce que ça se trouve, sans qu'on le sache, en ce moment, il y a peut-être d'autres femmes, ou même d'autres hommes, ou même des enfants, qui sont drogués à leur insu, parce qu'on n'a pas un contrôle assez important sur ce genre de médicaments qui sont mis en vente. Il faut peut-être aussi sensibiliser plus le public à ce genre de cachet. Le problème, c'est que la lutte contre la soumission chimique, elle se heurte à quelques problèmes. Donc certes, il y a les lois au niveau des médicaments. L'autre problème, c'est en matière de prélèvement de toxicologie. En matière de prélèvement de toxicologique, pour être efficace, un prélèvement d'urine ou de sang doit être effectué dans les 48 heures suivant l'ingestion de la substance. Si ce délai-là il est dépassé, il faut attendre environ 2 mois pour effectuer une analyse capillaire. Et le problème, c'est que les analyses capillaires, ça coûte très cher, ça coûte environ 1000 €. Et du coup, c'est pas une analyse qu'on fait assez facilement. Souvent, cette analyse, elle est faite quand il y a des preuves. Cette affaire, elle met vraiment en lumière plusieurs failles graves, comme une lacune dans la définition légale du viol dans le code pénal, des insuffisances dans le contrôle et la distribution de certains médicaments. Mais aussi, on va voir maintenant qu'il y a une faille aussi qui est importante et que au XXIe siècle, elle est de plus en plus présente. C'est au niveau d'Internet, au niveau de la cybersécurité. Parce que Dominique Pelicot, comme on l'a dit au début de la vidéo, il recrutait des hommes sur une plateforme. J'ai même pas envie de donner le nom de la plateforme parce que pas faire de la pub ou pas, je veux pas. Et on peut se poser des questions, pourquoi ces plateformes qui sont en plus des plateformes des fois dédiées à des mineurs, et comment Dominique Pelicot, il pouvait envoyer des messages pour demander à des hommes de venir pour violer sa femme et que l'application, que le site internet ne voit rien. Comment c'est possible à notre époque? Pour moi, la cybersécurité, elle devrait être très très importante, elle devrait être encore plus développée. Il faut sensibiliser les plus jeunes, vraiment. Même si des fois on peut dire mais non, ils sont trop jeunes, ils vont pas aller sur certains sites ou quoi. On sait pas, il faut sensibiliser. Des fois ils le voient bien, il y a des enfants de 10, 11 ans, 8 ans, etc. sur certains sites. Donc il est important de sensibiliser les
des enfants. Et aussi, mais vraiment d'accroître le contrôle de ce genre de site qu'on sait problématique, comment ils peuvent être autorisés encore en France. On doit vraiment, par nos lois et aussi par notre société, par nous, que ce soit frères et sœurs, parents, on doit améliorer la protection numérique. Cette affaire nous a donc montré qu'il y a 3 grands problèmes dans le droit français qu'il faudrait améliorer au niveau de la définition du viol, au niveau de la mise en vente de certains cachets et de leur contrôle, au niveau de notre sécurité numérique. Il y a vraiment un problème et des lois pourraient être faites et on pourrait... Cette affaire, elle a provoqué un choc au sein de la société, révélant des réalités souvent ignorées. Cette affaire, elle met en lumière les violences conjugales invisibles qui peuvent durer des années, mais vraiment des années sans que personne ne s'en rende compte. Je trouve aussi que cette affaire, elle nous rappelle l'importance, mais vraiment l'importance, je veux vraiment agrandir ce mot, l'importance de la vigilance collective, qu'on fasse tous attention un peu les uns aux autres. Par exemple, dans cette affaire, ses enfants s'étaient rendus compte qu'elle était assez fatiguée, mais son mari leur disait non mais c'est parce que vous lui faites trop garder les petits enfants, etc. Il cherchait des excuses, hein. Mais il s'était un peu rendu compte, mais après je pense que malheureusement ils se sont jamais dit que c'était ça, et c'est normal parce que c'était aussi leur père, et donc tu t'imagines pas ça, et c'est tout à fait normal de ne pas imaginer ça. En tout cas, cette affaire, c'est vraiment un drame. Je sais pas vous, mais moi quand j'ai appris ça, je me suis dit mais comment tu peux faire ça à ta femme, à la mère de tes enfants? Mais bon, malheureusement sur Terre, il y a des humains qui sont comme ça, qui sont méchants, qui veulent faire du mal. Mais on peut voir aussi que cette affaire, elle peut être un déclencheur pour notre société, un déclencheur pour nos droits, et elle nous rappelle aussi que les violences souvent silencieuses sont souvent les plus destructrices. Et avant que cette vidéo se termine, j'aimerais rappeler le numéro 3919. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao tout le monde.